Je suis sociologue de formation, donc c'est par ce biais-là que maintenant on va comme dézoomer des questions de formation à des questions plus larges qui portent sur les enjeux propres à ChatGPT, mais plus globalement de l'IA générative. Est-ce que, donc là si on dézoome un petit peu puis qu'on se pose la question de ChatGPT, est-ce que ce discours qu'on entend aujourd'hui, il faut un moratoire, les peurs, tout ça, est-ce que ça vous rappelle des choses dans le passé, du passé, ou est-ce qu'il y a un air de déjà-vu pour vous ? Je me suis amusée, parce que moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais de l'accompagnement d'innovation technologique, d'abord en France, puis ensuite au Québec, et j'ai commencé avec les nanotechnologies. J'étais au centre, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA à Grenoble, mais j'aurais pu commencer avec le clonage ou avec la bioéthique, ça aurait été la même chose. Et en fait, quand on regarde les nanos, par exemple, qu'est-ce qu'on nous disait il y a une vingtaine d'années? La nanorévolution, faut-il avoir peur des nanos? Plus qu'humain. Donc avec toujours cette image derrière que l'humain pourrait être dépassé par le robot, ou en tout cas qu'il y aurait une augmentation possible de l'humain par le robot, et déjà l'idée d'un moratoire sur les nanotechnologies. Donc là on est 98-2000, je la fais courte, mais on retrouve le mot révolution, la nouvelle révolution, danger pour l'humanité, moratoire, des grands PDG qui démissionnent en disant j'ai peur de ce que j'ai créé, de ce que j'ai inventé, donc un peu un syndrome voilà, qu'on connaît bien. Et ce qui s'en vient, donc une nouvelle révolution qui porterait sur le quantique, et de nouveau cette question de la peur qui apparaît. Ça nous renvoie à 4 grandes phases qui ont été quand même pas mal étudiées en sociologie, notamment en sociologie de la diffusion des technologies. En gros, généralement, ce qui se passe quand il y a une technologie, donc nous qu'on appelle émergente, qui apparaît dans un domaine, on peut dessiner 4 grandes phases. La première phase, c'est la phase de la promesse. Donc là, quelque part, non, je l'ai pas, on le laisse comme ça. Quelque part, pour l'instant, on n'a pas d'éléments tangibles à se mettre entre les mains. C'est un peu ce qui arrive avec le quantique aujourd'hui. Ordinateur quantique, à part les experts du domaine, les chercheurs dans les laboratoires, vous demandez à n'importe qui dans la rue, personne ne sait ce que c'est, ni moi, je ne sais pas ce que c'est. Là, autour de la table, je pense qu'on pourrait donner une petite définition, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors, micro en anneau, là, vous ne faites pas l'émetteur pour l'IQ en haut? Non, pas dans cette salle en tout cas. Ok, mais bon, je suis certain qu'il y aurait eu du monde en quantique ici. Donc, quelque part, comme on est ramené à notre situation d'étudiant lambda ou de citoyen, là, on ferait une réponse un peu... Voilà. Mais toujours est-il que quand on est dans cette phase de promesse, on véhicule des imaginaires, beaucoup, et ça va être des imaginaires donc, utopiques, un futur lumineux, ou un imaginaire dystopique, donc un futur sombre, etc. Et on va aussi avoir les deux discours polarisés de l'IA, c'est rien de plus qu'une calculatrice augmentée, c'est un outil de plus dans mon sac, ou l'IA, c'est mon collègue. C'est un humain presque comme moi, avec lequel je suis capable de dialoguer. Donc on va aussi être entre ces deux pôles très polarisés. Ça, c'est la phase de promesse. Après, il y a généralement une phase d'émergence qu'on appelle, et là, les acteurs clés du secteur vont se dessiner. Ce sera peut-être pas OpenAI, ce sera peut-être d'autres qui vont prendre le dessus sur ce qui a été inventé par ChatGPT et mis sur le marché. Donc généralement, ça, c'est une phase où on voit les principaux acteurs qui vont se dessiner. Ce qui amène à la troisième phase, qui est une phase de régulation. Donc c'est là où généralement on embarque plus le droit, parce que là on rentre dans des objets qui sont plus tangibles, avec des usages qui sont plus faciles, qui ont déjà été implémentés. Donc là on peut commencer à voir ce qui se trame. Et la dernière phase, c'est une phase de banalisation, de diffusion massive, comme on a pu le connaître avec les nanotechnologies, où il y a moins de remise en question de ce qui est en train de se faire. Donc ça c'est juste pour mettre un petit peu en perspective, pour dire que par vague de technologies émergentes, on reconnaît ces différentes phases. Il y a 2 phénomènes qui sont nouveaux, là aussi étudiés en sociologie et qu'on voit apparaître. Le premier, c'est le phénomène d'accélération. Donc plus le temps passe, plus les technologies elles arrivent vite sur le marché, et plus le temps d'adaptation il est minimal. Là, le degré d'adoption de ChatGPT en quelques semaines, il a atteint le million, alors qu'avant c'était des temps beaucoup plus longs. Donc il y a un phénomène d'accélération. Il y a un phénomène qui est aussi étudié, qui est celui de la désolidarisation, je dirais, du lien entre apprentissage et résultats, connaissances. Donc vous en avez cité beaucoup, Google Maps, etc. Donc de plus en plus, on a de moins en moins besoin d'apprendre pour obtenir l'information. Donc ça, c'est aussi pas mal étudié, en tout cas du point de vue de la sociologie de l'innovation.
Je vous conseille aussi d'aller voir, donc ça c'est plus décrié, on va dire, dans le milieu académique, mais ça nous sert bien, nous qui suivons plus les grandes tendances des technologies émergentes. Il y a Gartner, donc si vous allez sur le site, ils produisent régulièrement des rapports sur les hype cycles, ce qu'ils appellent, donc sur toutes les technologies qui font parler d'elles et qui ont un potentiel de transformation assez significatif sur les marchés ou dans différents domaines, la mobilité, etc. Puis là, on le voit en 2022, ils avaient parlé de l'IA générative. Donc eux, ils ont comme 5 grandes étapes, puis ils s'intéressent plutôt à l'étape 1, qui est l'émergence du phénomène. C'est là où on parle d'une grande inflation discursive. Donc c'est que d'un seul coup, tout le monde se met à parler beaucoup du truc, puis que ça prend comme une grande ampleur. Donc là, vous pourrez aller voir là, sur le site, il y a beaucoup de rapports qui sont produits. Puis ils parlaient en 2022 de l'émergence de cette IA générative. Puis je pense que ChatGPT a mis un grand coup là, parce que justement, il a permis de nous donner enfin un objet matériel, une tangibilité à ce qu'il y avait derrière le mot d'IA. Ça correspond généralement à la recherche de capitaux. Oui, et c'est déjà fait un petit... Ça, c'est le graphique 2022. Ouais, puis en fait, il y en a une version aussi sur toutes les tendances technologiques, toutes les tendances hors IA, etc. Et c'était peut-être le 2021 ou même le 2022 qu'on avait trouvé, puis l'IA générative était en bas de la courbe. Elle était au tout début. Alors, on dirait que dans la même année, ils ont publié le rapport où en dedans de 18 mois, puis paf, ça s'est retrouvé en haut de la courbe. Mais nous, en tout cas, où on est plus à suivre les tendances, c'est intéressant pour nous de juste nous pencher, de voir les termes qui sont émergents, de voir les secteurs et les champs qui sont émergents dans le domaine. Là, je vous parle plus d'innovation, parce que justement, pourquoi d'un seul coup, ce truc arrive sur le marché puis fascine. Je voulais juste rappeler, je le fais à chaque fois que je viens ici, que je suis au 3IT, c'est qu'il y a une différence entre une recherche appliquée qui se fait dans un laboratoire, là on va encore parler d'invention, et une innovation, quand on le regarde du point de vue des définitions qui circulent, ça prend 2 choses pour parler d'innovation. La première, c'est un passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une diffusion massive qui sorte de quelques experts qui vont l'utiliser, même s'ils sont mondiaux, là. Mais si vous inventez quelque chose dans un laboratoire qui est très appliqué, utilisé par 15 personnes dans le monde, on ne parlera pas d'innovation. Donc il faut qu'il y ait un passage à l'échelle avec une diffusion massive dans les usages et dans les implantations de différents domaines et différents contextes. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est un effet de ce qu'on appelle la domestication, c'est-à-dire qu'il faut que le produit-service qui a été développé puisse être pris facilement dans les mains des utilisateurs. Donc c'est un effet presque inverse de ce qu'on fait dans les laboratoires où on va aller chercher à pousser la connaissance d'une certaine manière. Là, il faut qu'il y ait comme quelque chose qui rétrograde pour que ça puisse être approprié facilement par les utilisateurs. Donc ça, c'est la définition de l'innovation. Puis quand on s'interroge sur finalement ChatGPT, en quoi c'est une innovation, quand tu en regardes, il y a 2 choses dans ChatGPT qu'avait très bien présenté François Grondin. La première, c'est le GPT, là, le modèle de langage qui permet de prédire et de fournir du texte. Lui, quand on interroge les gens qui sont dans le domaine, ils nous disent mais ça existe depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau en science, ou en tout cas ou en recherche, ça existe depuis longtemps. Ce qu'on défend et ce qu'on dit, c'est que la vraie innovation, en tout cas si on se place du point de vue de cette définition de l'innovation, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis la mise à l'échelle et qu'est-ce qui a permis l'appropriation. C'est le chat, c'est l'agent conversationnel. Pourquoi ? Parce qu'en ajoutant cette couche, on a permis de créer ce qu'ils appellent dans le jargon les human-like conversations. C'est comme des conversations qui ressemblent, on a l'impression, ça nous donne l'illusion qu'on est en train de dialoguer avec quelqu'un, qu'on a en face de nous quelqu'un qui est capable de nous répondre et avec 2 traits quelque part de l'intelligence qui sont, il est capable de s'adapter aux questions qu'on lui pose, plus ou moins de donner l'impression qu'il comprend le contexte de ce qu'on est en train de faire et d'interagir avec nous. Donc d'un seul coup, c'est ça qui crée l'illusion du collègue ou l'illusion de... Et le truc encore plus étonnant, c'est qu'on peut lui faire une requête dans un langage naturel, le langage de mon fils qui a 10 ans, 12 ans, ça va quand même nous répondre. Et sur l'effet de domestication, d'une certaine manière, mon fils parlait à Siri, aujourd'hui il pose une question à ChatGPT, pour lui c'est transparent. En termes d'usage et d'implantation, je fais la même chose. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Ça c'était pour ChatGPT, mais ce qu'il faut aussi réaliser, puis c'est là où nous on entre en jeu sur les questions d'éthique, après je passerai la parole à François, sur les questions d'enjeux éthiques, la première chose qu'on regarde souvent, il y a 3 couches d'enjeux. Il y a des enjeux qui sont propres à la recherche, donc par exemple là on va aller
travailler sur la question de la transparence, de la gestion des données en recherche, etc. Mais il y a aussi des enjeux qui sont posés par qui porte le ChatGPT. Puis là, en l'occurrence, c'est OpenAI. Et eux, en fait, ils ont vraiment réussi leur coup. C'est-à-dire qu'eux, ils ont réussi à faire une innovation qui, en quelques semaines, a été prise en main par des utilisateurs qui nourrissent la machine qu'ils ont mis sur le marché. Donc, quand on regarde les enjeux éthiques et quelque part de responsabilité propre à ce niveau-là, qui est un niveau de marché et de régulation, il y a plusieurs enjeux qui émergent. Et je vais prendre des petites notes parce que je ne les ai pas en tête complètement. Le premier, et vous en avez très bien parlé, c'est le modèle d'affaires qu'il y a derrière, qui sont de plus en plus liés à des intérêts qui sont privés. Et ça pose la question de voilà, qu'est-ce que ça vient faire dans une université, comment on peut utiliser ce type de produit qui est fait par une entreprise voilà, qui au départ proposait du gratuit, maintenant propose du monétisé. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'expertise. On a fait une recherche avec François de la Veille, montre qu'il y a à peu près une douzaine de personnes qui finalement monopolisent la majorité des subventions. Je dis monopolise parce que c'est à tous les sens du terme, mais finalement le gâteau il se partage auprès de quelques acteurs publics et privés qui eux-mêmes font partie de CA, de start-up ou autres entreprises, donc ont des pouvoirs dans la prise de décision autour de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est une série d'enjeux qui relèvent plus du marché, mais qui pour nous sont quand même primordiaux et qui relèvent de notre étude en tout cas. Dernier enjeu, ça pose la question aussi de la possibilité de mise en concurrence. Mettons, on serait dans un laboratoire, puis nous, on veut se recréer notre propre IA pour la faire travailler sur un sujet spécifique. Est-ce qu'on pourra jamais faire de l'open science qui, je veux dire, concurrence un modèle qui est entraîné avec des coûts improbables, etc. Donc la question de la mise en concurrence, elle se pose aussi. C'est un vrai enjeu de régulation et de marché. Et enfin, le dernier enjeu, qui est plus philosophique, presque éthique, concernant OpenAI en tant que tel, c'est qu'on dit souvent que la technologie, elle est neutre, puis que c'est l'usage qu'on en fait qui va déterminer les enjeux éthiques et usages, etc. Donc, je vais dire mais je m'inscris un peu en faux contre cette idée. La technologie, elle porte en elle ce qu'on appelle, nous, un script d'usage, c'est-à-dire qu'elle a quelque part une ligne éditoriale qui est générée par le fait même qu'elle a été créée. Ici, on va avoir le choix d'un corpus au départ. Le corpus, il s'arrête en 2021, le ChatGPT il est entraîné essentiellement en anglais, donc ça on peut dire oui, il y a des recoupements possibles, etc. avec les autres langues, mais bon, il y a quand même une ligne au départ qui a été mise en place. Il y a aussi le choix qu'ont fait les annotateurs pour attribuer les jetons. Quand on rentre un petit peu plus, dès le départ, il y a des choix qui sont faits. Donc tout ça induit un script d'usage. Puis nous, ça va nous interroger sur le modèle de société aussi que c'est en train de construire, le type de réponse que ça fournit. Puis là, on arrive sur les questions de biais, etc. Donc voilà concernant plus la partie innovation. Là, c'était juste une diapo qui vous fait état un peu de où se concentre l'argent et des joueurs. Donc à l'échelle mondiale, on voit qu'il y a quelques joueurs anciennement appelés les GAFAM, mais qu'on retrouve aujourd'hui, les Meta et autres Alphabet et tout ça, qui ont vraiment une grosse partie des financements qui leur reviennent. Et cette concentration, elle est très forte aussi au Québec. Il y a Duhem notamment qui a écrit un article là-dessus sur la concentration des subventions et de la répartition des subventions auprès de quelques acteurs, notamment à Montréal. Je te passe la parole plus sur... J'aimerais ça comme vous aider à vous... je ne sais pas si le mot décomplexer est bon, là, mais de vous remettre un peu à l'aise, là, puis d'oser répondre à la question qui a utilisé ChatGPT. Ensuite, gardez votre main élevée. Qui l'a gardé pour vraiment faire un travail universitaire qui a été lu par des pairs, des étudiants ou d'autres profs ou des chercheurs? Ensuite, qui l'a utilisé pour rigoler? Qui l'a utilisé pour essayer de trouver des failles? Et nommer d'autres utilisations peut-être que vous avez faites que je n'ai pas pensé? Recette. OK. Moi, j'ai demandé d'écrire une bibliographie, puis là, il disait, je peux pas, parce que j'ai pas accès aux sources. Alors, j'ai dit, fais-moi-en une fictive sur l'astrophysique canine.
Et là, il y avait Tailwagger, il y avait Dr. Tailwagger, tu sais, qui remue la queue et tout. Puis je vous dis, si vous voulez vraiment rigoler, osez pousser votre audace. Et sur le plan de la créativité, vous allez être, en bon français, flabbergasté. Le lien est super intéressant avec ce que je vous parlais ici. C'est un petit peu d'où c'est que ça part. Pourquoi est-ce que nous sommes déjà intriqués dans l'outil que nous utilisons? Ça va reprendre des éléments dont vous avez fait mention par rapport au billet. On va rapidement, je repasse des petits trucs de François Grondin. Vous reviendrez sur sa présentation. Puis ensuite, on va essayer de faire un petit peu de créativité sur le sujet. Je ne vous en dis pas plus. Et ça va toucher à ce que Danny nous apportera la prochaine fois, parce que la créativité, on l'a vu, elle est au sommet. C'est ça qui fait qu'on est humain. Bien, la bonne ou la mauvaise nouvelle ou le divulgachage, c'est qu'on commence à être challengé sur ce terrain-là également. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain quand on veut se définir par être bon aux échecs, aux jeux de Go, à StarCraft ou à créer des images originales? Là, on est vraiment repoussé dans les coins du ring. Si je vous disais, dites-moi si c'est éthique ou non d'utiliser ChatGPT, ou encore plus compliqué que ça, dites-moi si ChatGPT est éthique ou non. Qu'est-ce que vous feriez? Par où vous allez commencer à réfléchir? Ouais, ben, par là, il fait beau. Waouh, ça va bien aujourd'hui. Tout est correct, tout est éthique avec ChatGPT. Oups, il y a de l'orage de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors là, ça, c'est les chartes de déclaration de principe. C'est juste une représentation graphique de valeurs qui sont articulées dans des déclarations de principes de l'IA, éthique de l'IA. Et là-dedans, il y a la Déclaration de Montréal. Je ne rentrerai même pas dans le détail de qu'est-ce que ça couvre. Entre autres, certaines parlent de droits humains et je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais c'est une minorité qui parle de droits humains. Quand il s'agit de décider s'il est éthique ou non là, de faire tel ou tel usage. Rapidement, puis oui. Juste, je ne sais pas comment on lit ce genre de graphique. Oui, une charte, une déclaration éthique, elle est ici. Alors, Déclaration de Montréal, elle est ici. Oui. Ensuite, ici, ce sont des aspects, donc des valeurs pour chaque cercle. Alors, ils sont en haut. Si on parle le milieu privacy, accountability, safety and security, alors les valeurs sont listées comme ça. Plus il y a d'éléments dans la déclaration qui parlent de cet aspect-là, alors privacy, le rond il est petit. Alors il y a moins de facteurs là-dedans, dans la Déclaration de Montréal, qu'il y a ici de déclarations sur cette valeur de protection of human values. Et lorsque c'est étoilé, ça veut dire qu'il y a une représentation des droits humains. Ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y en a plein, puis ça, c'est même pas la liste exhaustive. Il y en a des centaines, il y a des outils de recherche en ligne pour trouver des déclarations de principes de l'IA. Celle de Montréal a 10 principes. Est-il éthique ou non de faire usage de ChatGPT, ou encore mieux, est-ce que ChatGPT est éthique? Bien, est-ce qu'il respecte le principe de bien-être? Est-ce qu'il respecte le principe de respect de l'autonomie? Vous irez lui demander, ChatGPT, est-ce que tu respectes le principe de bien-être de toute l'humanité? Et pour cela, vous pourrez lui poser la question de la déclaration. Bonjour ChatGPT, votre système d'IA peut-il contribuer à améliorer les conditions socio-économiques de vos clients ou usagers? Selon vous, la réponse sera? Oui. Il va commencer par oui. Et ça, ce sera peut-être une réponse qui a été entraînée. Et là, à un moment donné, vous allez avoir une nuance dans votre réponse. Et ensuite, ça va être la couche humaine qui a été surimposée sur ChatGPT pour venir nuancer la réponse. Alors, faites attention à ça. Maintenant, vous allez remarquer de plus en plus que quand vous posez des questions qui portent à débat, ChatGPT va commencer par vous répondre, il va mettre une ligne, puis là, il va vouloir nuancer sa réponse. Vous ne lui avez jamais demandé de la nuancer, sa réponse. Ça veut dire que c'est la surimposition humaine après coup qui est dans la couche de InstructGPT, qui vient rajouter des requêtes invisibles que vous ne voyez pas, mais qui viennent influencer les réponses que vous obtenez. Alors, vous me voyez venir, c'est bien les chartes, ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un esprit critique, on a besoin de se donner des enjeux sur lesquels on va réfléchir. Pour ça, Céline et collègues ont développé un modèle qui est le E3LS. Vous dites Hells, mais moi, dans ma tête, ça fait Hells Angels. Alors, ces principes-là, ils contiennent les impacts sur différents enjeux économiques, environnementaux, éthiques, sociaux, santé et légaux. Et l'idée, ensuite, en innovation responsable, c'est d'aller regarder quels sont
les impacts sur chacun de ces enjeux-là à la phase de conception de la technologie, du développement de la technologie et de la diffusion et de sa mise en société. Je me suis amusé, j'ai une idée sur chacun de ces aspects-là. Au début, c'est parce que je voulais prendre 3 heures pour ma présentation, alors je voulais toutes les faire. Après ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas 3 heures. Là, je voulais vous faire voter sur lequel vous aviez envie que je parle. Puis finalement, j'ai encore moins de temps que ça, alors je vais juste vous parler d'un exemple éthique. On pourra revenir sur d'autres ensuite. Comme François Grondin nous l'a montré, ceci sont les sources de GPT-3. Okay? Surtout en anglais. Elles sont pondérées. Il y a le Common Crawl, ça c'est public. C'est un organisme, un OBNL, qui crawl le web depuis des décennies et les résultats de ce crawl, trouvez-moi un mot en français, là. Ça fait fourmi qui... Ramper, hein? Les fourmis qui ont rampé le web, ça c'est public. Par contre, le web text, entre autres, ça contient beaucoup de liens de Reddit. Et Reddit, la prochaine fois qu'il y aura des crawls de OpenAI, ils veulent facturer OpenAI pour venir sur leur site, prendre des infos. Le Books 1, Books 2, probablement des choses propriétaires, mais là, je vous parle de GPT-3. Je ne vous parle pas de 3.5 qui était à la base de ChatGPT, puis pas de 4 non plus. Et ensuite, Wikipédia, surtout en anglais. Ça, déjà là, à la base, ça vient teinter qu'est-ce qui sera possible de reconstruire à partir de requêtes à ChatGPT. Alors maintenant, lors du développement, un biais algorithmique, OK? Et là, on va parler d'information et de désinformation. Par information, je voudrais dire une vraie nouvelle. De la désinformation, notre langage courant, une fausse nouvelle, OK? Une information, c'est une nouvelle. Une désinformation, c'est une fausse nouvelle. Imaginons ChatGPT et je veux qu'il produise des informations. Je veux qu'il maximise des vraies informations. Et je veux qu'il minimise des désinformations. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous me suivez? Tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut moins de désinformation dans notre société? Levez la main si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on aille se battre après. OK. All right. Alors, j'ai une nouvelle à vous apprendre, c'est que s'il y a des gens qui travaillent en biais algorithmique ici, les définitions de biais par rapport à ce type d'optimisation-là, il existe à peu près une 10 ou 12aine de méthodes qui sont toutes incompatibles les unes avec les autres. On est mal barré. Si vous voulez minimiser les fausses désinformations, rappelez-vous, j'avais pour de vrai ici une désinformation. Mais je l'ai fourni à ChatGPT, puis il me dit « Non, ceci n'est pas une désinformation. » Je veux minimiser cela. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais diminuer les vraies informations. Alors, je veux qu'il se trompe le moins possible sur les désinformations, mais ça veut dire que je vais me retrouver avec moins de vraies nouvelles. Alors, dans ce cas-là, je vais dire, bien, maximise-moi les vraies informations. Et il va me dire, ouais, mais ça va augmenter les fausses informations. Et là, j'ai dit, bien, prends, tu sais, comme on dit, on coupe la poire en deux. Mais les deux ensemble, malheureusement, quand vous êtes programmeur, vous ne pouvez pas programmer les deux sur le même système. Et ça l'amène des cas en justice où les avocats, des fois, le juge est obligé de se ranger d'un côté en disant « ben oui, il y a eu une discrimination, mais votre définition du biais, elle était juste. » Mais malheureusement, le output était qu'en utilisant votre algorithme, vous avez augmenté les fausses informations. Mais en même temps, il ne pouvait pas, le juge, dire « ben non, c'est l'autre algorithme qu'il fallait que vous utilisiez. » Les deux reposent sur des postulats philosophiques qui sont valables. Alors, si vous voulez produire quelque chose de vrai avec ChatGPT, OK? Fermez vos yeux, là, 5 secondes. Faites-vous une histoire dans votre tête. A successful computer science engineer. OK? OK. C'est quel genre? Il vit dans quel pays? Qu'est-ce qu'il a fait? Par quelle étude il est passé? Puis je ne sais pas quoi. OK? Est-ce que vous avez votre scénario? Vous avez créé votre histoire dans votre tête? Qui que c'est un homme? Qui que c'est une femme? Qui que la personne, elle est de couleur? Qui que la personne, elle a une maîtrise? Qui que la personne n'a qu'un diplôme technique? OK? Ferez l'essai avec ChatGPT, c'est ce que je vous propose. ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous donne? Si tu ne mets pas le genre, ça va être un homme, il s'appelle John Smith. Il vit où selon vous? Il ne vit pas en Ukraine. OK?
Ensuite, il est blanc, il a une maîtrise. Lui, là, il a travaillé dans un large tech, il a fait advancing la technologie, il va faire le monde une meilleure place, c'est un visionnaire, il a une super éthique de travail. Et lui, il est engagé dans sa communauté scientifique de sciences des données. Là, après ça, moi, j'ai repris ChatGPT, j'ai dit « Wow, 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 successful engineer, I want a woman, please. » Il recommence son histoire. Maintenant, c'est Jessica Miller. Est-ce qu'elle vit en Afrique du Nord? Non. Elle est blanche dans ce cas-ci. Et elle, son diplôme, c'est quoi? Collège. Elle n'a pas de maîtrise. Et elle est une leader. Elle est talented. Mais elle n'a pas toutes les belles autres qualités du CV de monsieur. Et elle est impliquée dans un Computer Data Science Community. Elle contribue à la recherche. Parfait. Hey, ChatGPT, I want a black woman successful engineer, please. Il recommence, elle s'appelle Tina Brown. T'es comme, hey, come on, man, t'aurais pu te forcer sur le nom, tu sais. Après ça, évidemment, on peut l'imaginer comme, tu sais, sur la scène noire aux États-Unis. Elle aussi, c'est un diplôme du collège, mais elle, il a fallu qu'elle fasse du hard work, pas les autres. Et surtout, elle est impliquée dans le local black community. Elle n'est pas impliquée dans le computer science community. La prochaine fois que vous utilisez ChatGPT, demandez-vous qu'est-ce que vous avez pu supposer dans votre tête en posant votre question pour essayer d'aller le coincer à la bonne place. Ça, on parle de créer d'histoire, là. Il y a du monde ici qui crée du code aussi. Le code, ChatGPT n'est pas rendu là. La bonne nouvelle, par contre, c'est que les prochains modèles de NVIDIA, puis Microsoft et de Google, ils vont être plus forts que vous en code. Qui ici a envie de se faire passer un savon lorsqu'il va coder puis utiliser ces outils-là dans pas long? Puis ça s'en vient. Ça s'en vient. Ils ont très hâte de les mettre entre vos mains. Alors, pour finir, on veut parler de responsabilité. Et ici, c'est que ce n'est pas juste de diminuer les risques. Allez voir, là, tout de suite dans les médias, allez taper The Guardian, Sam Altman, OpenAI au US Congress. De quoi est-il question? De coûts et de bénéfices et de diminuer les risques. C'est la seule chose dont il est question. Nous, ce que l'on veut vous dire, c'est que les impacts en éducation et en innovation technologique, une question de prendre acte des impacts que l'on a, déjà même en réfléchissant, parce que la conception même d'un outil en IA a déjà un impact, puisque ce n'est pas neutre, ce n'est pas juste un script d'usage, c'est que l'humain est déjà intriqué dans l'outil qui arrive entre vos mains. Nos données sont déjà intriquées dedans. Tout ce qu'on a pu produire comme artefact culturel, historique, scientifique est déjà intriqué dans le système. Donc, l'impact, il est déjà là. Le fait de vivre a une influence. Cette influence, elle est récoltée par les systèmes d'IA qui l'utilisent à leur avantage. Et qui est abonné à ChatGPT+? Pas moi. On a une personne. Bien, j'espère que tu en profites. Puis on ira te voir si jamais on veut économiser 20$ par mois. Okay? Je veux juste ajouter que, là, on a pris par le temps, on a comme... c'est ça que ce qu'on cherche à faire dans nos travaux, c'est... Là, il a expliqué la petite partie éthique, à chaque fois sur les problématiques en lien avec la conception, le développement, la diffusion, mise en société. Mais ce qu'on a fait, c'est tout le tableau, là. Donc, si vous voulez aussi lui poser d'autres questions, notamment à François, sur les impacts en type économique que ça révèle, environnementaux, sociaux, etc. Là, c'était qu'on était pris par le temps. D'accord ? C'est un peu pour vous montrer comment on travaille. Quand on travaille sur les... Qu'est-ce qu'on entend quand on dit « il faut que tu fasses de l'éthique sur l'IA » ? Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle des grands principes, les chartes, etc. Nous, on prend un modèle qui est plus délibératif, on appelle. Donc, c'est un modèle de dialogue avec les concepteurs, où on va aller les challenger sur chacun de ces dimensions, donc économique, environnementale, éthique, etc., à différentes phases, en le faisant projeter en termes de conception. Où est-ce que tu vois, toi, un challenge? Puis, évidemment, on s'appuie aussi sur la littérature existante, en termes de développement, de diffusion et de mise en société. Ça nous permet de faire émerger des impacts et ensuite d'en discuter avec les concepteurs pour améliorer le dispositif. Voilà. Merci.